Imaginez ceci. Vous conduisez depuis des heures, votre couple traverse une mauvaise passe, votre enfant se blesse au bord d'une route presque vide, et vous arrivez enfin dans un hôpital qui devrait représenter la sécurité. Quelques heures plus tard, vous vous réveillez dans la salle d'attente. Votre femme a disparu, votre fille aussi. Le personnel affirme ne les avoir jamais vus. Aucun dossier, aucun examen, aucune trace. À partir de cet instant, la fracture pose une question simple, mais terriblement efficace. Que faites-vous quand tout le monde autour de vous affirme que votre réalité n'a jamais existé? C'est précisément là que le film de Brad Anderson attrape le spectateur. Pas avec une explosion, pas avec un monstre, pas avec une grande scène spectaculaire. Il nous enferme plutôt dans une situation quotidienne qui se dérègle lentement. Un hôpital, des formulaires, des néons, des employés fatigués, des couloirs anonymes. Rien de tout cela ne semble extraordinaire. Et pourtant, plus Ray Monroe demande où se trouve sa femme Joanne et leur fille Perry, plus les réponses deviennent inquiétantes. Le cauchemar naît d'un détail très banal. Personne ne confirme ce qu'il est certain d'avoir vécu. Le titre français officiel, La fracture, résume d'ailleurs beaucoup plus que la blessure de la petite Perry. Il évoque une famille déjà fragilisée, un homme qui essaie de tenir debout, une mémoire qui pourrait se fissurer, et une réalité qui semble se séparer en deux versions incompatibles. D'un côté, Ray est convaincu d'avoir conduit sa famille aux urgences. De l'autre, l'hôpital affirme qu'il est arrivé seul. Le film ne nous demande donc pas seulement qui ment, il nous demande surtout à quel moment une certitude devient une obsession. Sorti sur Netflix en octobre 2019 après une première présentation au Fantastic Fest, La fracture arrive à une époque où les thrillers psychologiques connaissent une nouvelle vie grâce au streaming. Ce type de film fonctionne particulièrement bien à la maison. On peut surveiller chaque regard, revenir sur une scène, chercher un indice dans un arrière-plan. Et surtout, on peut immédiatement discuter de la fin avec d'autres spectateurs. Le film n'a pas bénéficié d'une grande carrière en salle ni d'un box-office traditionnel. Son terrain naturel, c'était l'écran domestique, avec cette sensation étrange de regarder quelque chose d'intime et de dangereux depuis son canapé. Au début, pourtant, rien ne paraît vraiment mystérieux. Ray, interprété par Sam Worthington, voyage avec Joanne, jouée par Lily Rabe, et leur fille Perry, incarnée par Lucy Capri. Ils rentrent d'une visite familiale liée à Thanksgiving. L'ambiance dans la voiture est tendue. Ray et Joanne se parlent comme deux personnes qui ont déjà répété la même dispute plusieurs fois. On sent des reproches anciens, de la fatigue, peut-être même la peur que leur couple ne puisse plus être réparé. Perry, assise derrière eux, se retrouve au milieu de ce silence, chargé que les enfants comprennent souvent mieux que les adultes ne le pensent. Une halte sur la route devrait permettre à tout le monde de respirer. Elle produit l'effet inverse. La station-service est isolée, presque sans vie, et le paysage ouvert donne paradoxalement une impression de piège. Perry s'éloigne, un chien errant apparaît, et la fillette recule vers une zone de travaux. Ray tente d'intervenir. Tout se passe très vite. Perry tombe dans une fosse, Ray se précipite pour la sauver et se cogne violemment la tête. Lorsqu'il reprend ses esprits, la situation semble claire. Sa fille est blessée, son bras paraît cassé, et il faut trouver un médecin sans perdre une minute. Ce passage est essentiel, parce que Brad Anderson ne le filme pas seulement comme un accident, il le filme comme une rupture dans la perception. Ray reçoit un choc physique, mais aussi un choc émotionnel. Il vient de voir son enfant tomber. Il a eu peur d'arriver trop tard. À partir de là, chaque image peut être observée de deux manières. Soit nous assistons simplement à la panique normale d'un père, soit quelque chose, dans son regard sur le monde, commence déjà à se déplacer. Le film ne tranche pas. Il préfère laisser un doute discret s'installer derrière chaque geste. La famille reprend la route jusqu'à un hôpital proche. Là encore, le décor est ordinaire, mais l'accueil ne rassure personne. Il faut patienter, répondre à des questions, remplir des documents, expliquer l'accident. Ray veut que tout aille vite, alors que le système médical avance à son propre rythme. Cette opposition est immédiatement crédible. Beaucoup de spectateurs connaissent cette frustration. Pour la personne inquiète, chaque minute paraît insupportable. Pour le personnel, il faut respecter une procédure, vérifier une identité, établir des priorités. La fracture transforme cette tension familière en carburant dramatique. Un médecin examine Perry.
Son bras semble bien fracturé, mais un examen supplémentaire est demandé pour vérifier qu'elle n'a pas subi de traumatisme à la tête. Joanne accompagne sa fille vers la zone d'imagerie située au niveau inférieur. Ray, épuisé, reste dans la salle d'attente. Il s'assoit. Il ferme les yeux. Ce moment paraît presque insignifiant, et pourtant tout le film bascule pendant ce sommeil. Quand Ray se réveille, le temps a passé. Les visages ont changé, les équipes se relaient, et soudain, sa femme et sa fille ne sont plus seulement absentes, elles semblent avoir été effacées. Ce qui rend la situation si dérangeante, c'est la façon calme dont le personnel lui répond. Personne ne court, personne ne déclenche immédiatement une alerte générale. On consulte un ordinateur, on vérifie un registre, on lui demande de répéter son histoire. Plus Ray insiste, plus il paraît agité. Plus il paraît agité, moins on lui fait confiance. C'est un cercle parfait. Pour prouver qu'il dit vrai, il doit rester calme. Mais comment rester calme quand votre enfant blessé et votre épouse ont disparu dans un hôpital qui nie leur présence? Sam Worthington porte presque tout le poids de cette mécanique. Beaucoup de spectateurs l'associent d'abord aux grandes productions et aux héros physiques. Ici, il joue un homme dont la force ne sert presque à rien. Il peut pousser une porte, affronter un vigile ou courir dans un couloir, mais il ne peut pas obliger les autres à partager sa certitude. Son vrai combat est invisible. Il doit convaincre, il doit se souvenir, il doit éviter que sa peur ne ressemble à de la folie. Worthington donne à Ray une nervosité contenue, avec des silences lourds et des regards qui cherchent sans cesse un détail capable de remettre le monde à sa place. C'est là que le film commence à jouer honnêtement avec nous. Il place des signes dans les deux directions. Certains détails semblent confirmer les soupçons de Ray. D'autres suggèrent qu'il est confus, blessé ou incapable de raconter les événements de manière fiable. Nous sommes donc poussés à faire exactement ce qu'il fait, sélectionner les éléments qui soutiennent la version à laquelle nous voulons croire. Un regard étrange devient suspect. Une erreur administrative devient peut-être une preuve. Une question médicale banale prend une dimension sinistre. Le spectateur ne regarde plus seulement l'histoire. Il construit une accusation. Cette manipulation fonctionne parce qu'elle s'appuie sur une peur moderne très concrète, celle de disparaître à l'intérieur d'une institution. Un individu connaît son nom, son histoire, ses proches. Mais face à un écran vide, à un dossier introuvable ou à une caméra qui n'a rien enregistré, son identité semble soudain fragile. La fracture pousse cette angoisse jusqu'au vertige. Ray sait qui il est. Il sait avec qui il est arrivé. Pourtant, chaque personne qu'il rencontre lui renvoie une version différente. À force d'entendre qu'il se trompe, il ne lui reste que deux possibilités, douter de lui-même ou déclarer la guerre au monde entier. Le scénario d'Alan B. McElroy est né d'une idée très simple liée à une visite à l'hôpital avec sa propre famille. Que se passerait-il si les personnes qui franchissent ces portes ne revenaient jamais? Cette origine explique sans doute pourquoi le point de départ paraît aussi immédiat. Il n'est pas construit autour d'une technologie futuriste ni d'un complot international compliqué. Il repose sur un geste que des millions de parents ont déjà fait. Regarder un proche partir avec un médecin et attendre son retour. Le film prend cette attente, puis retire la seule chose qui la rend supportable, la certitude que l'hôpital sait où se trouve le patient. La première force de la fracture est donc moins son mystère que son identification. Même quand Ray se montre agressif, même quand ses réactions deviennent difficiles à défendre, on comprend le moteur de ses actes. Il pense que sa famille est en danger et que personne ne l'écoute. Cette conviction transforme chaque obstacle en menace. Un règlement devient une tentative de l'empêcher d'agir. Un sédatif devient une manière de le faire taire. Une porte verrouillée devient la preuve qu'on cache quelque chose derrière. Et nous, devant l'écran, nous commençons à observer le personnel avec la même méfiance que lui. Mais le film glisse aussi une autre question, plus inconfortable. Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre un personnage simplement parce que l'histoire adopte son point de vue? La caméra reste souvent près de Ray. Nous recevons les informations au même moment que lui. Nous partageons son urgence, sa fatigue et ses souvenirs. Cette proximité crée une alliance presque automatique. Pourtant, voir le monde à travers les yeux de quelqu'un ne garantit pas que ce monde soit exact. C'est même tout le piège. La fracture ne cache pas forcément la vérité. Il nous apprend à regarder ailleurs au moment où elle passe devant nous. Pour l'instant,
Gardons une chose en tête. La fracture commence comme l'histoire d'une disparition, mais son véritable sujet pourrait être la manière dont un homme fabrique du sens quand la réalité devient insupportable. L'hôpital, les médecins et les dossiers manquants ne sont peut-être que les pièces visibles d'un problème beaucoup plus ancien. Pour comprendre pourquoi Ray s'accroche avec une telle violence à sa version des faits, il faut maintenant regarder ce que le film nous révèle de lui avant même l'accident. Son couple abîmé, ses échecs, sa culpabilité et cette obsession presque désespérée de redevenir le père capable de sauver sa famille. Pour comprendre Ray Monroe, il faut commencer par oublier, pendant quelques minutes, la question la plus évidente du film. Où sont Joanne et Perry? La vraie question, celle qui travaille la fracture depuis les premières scènes, est peut-être différente. Qui est Ray quand personne ne confirme ce qu'il croit être? Au volant, puis dans les couloirs de l'hôpital, il cherche sans arrêt à reprendre le contrôle. Mais plus il serre les choses entre ses mains, plus elles lui échappent. Ray n'est pas présenté comme un héros sûr de lui. Il apparaît fatigué, sur la défensive, presque toujours en retard d'une émotion. Quand Joanne lui reproche ses erreurs, il ne répond pas vraiment à ce qu'elle dit. Il promet que tout va s'arranger, comme si une phrase rassurante pouvait effacer les fissures accumulées depuis des années. Ray ne sait pas vraiment réparer. Il repousse plutôt le moment où il faudra reconnaître que certaines choses sont peut-être irréparables. Son couple avec Joanne est donc beaucoup plus qu'un simple décor dramatique. Leur dispute nous montre un homme qui se sent jugé, diminué et remplacé dans sa propre famille. Il veut être le père fiable, le mari solide, celui qui conduit tout le monde jusqu'à la maison. Pourtant, Joanne semble avoir cessé de croire à cette version de lui. Chaque remarque touche une blessure déjà ouverte. Ray ne reçoit pas seulement des reproches sur le présent, il entend une condamnation plus profonde. Tu as encore échoué, et cette fois nous ne te laisserons peut-être pas recommencer. Brad Anderson expliquait qu'il était attiré par les personnages dont la vie est en train de descendre, ceux qui ne sont ni puissants ni parfaitement adaptés au monde. Ray correspond exactement à ce profil. Son estime de lui-même est fragilisée, son mariage vacille, et le film laisse comprendre qu'il porte un passé douloureux. Cette vulnérabilité empêche de le voir comme un simple homme d'action. Même lorsqu'il devient agressif, quelque chose en lui reste cassé. Sam Worthington joue cette faiblesse sans la transformer en plainte permanente. Il ne cherche pas à rendre Ray sympathique à chaque instant. Au contraire, il accepte ses angles désagréables, l'impatience, l'irritation, la manière de parler trop fort quand il sent qu'on ne lui obéit plus. Ce choix rend le personnage crédible. Un homme parfait deviendrait vite artificiel. Ray, lui, commet exactement les erreurs qui aggravent son cas. Il coupe la parole, hausse le ton, menace, insiste. Et chaque réaction donne aux autres une raison supplémentaire de se méfier. Regardez son corps dans les scènes d'attente. Worthington ne reste presque jamais complètement immobile. Ray tapote, se redresse, tourne la tête, vérifie une porte, fixe une horloge. Son agitation n'est pas spectaculaire, mais elle contamine l'espace. Avant même que l'hôpital nie la présence de sa famille, il se comporte comme quelqu'un qui ne supporte déjà plus de perdre du temps. Le sommeil qui l'emporte dans la salle d'attente n'apporte donc aucun repos. Il ressemble plutôt à un effondrement brutal, comme si son organisme coupait momentanément le courant. À son réveil, le jeu devient encore plus précis. Ray commence par poser des questions normales. Il croit à une confusion, à un changement d'équipe, peut-être à un transfert mal expliqué. Worthington conserve alors une forme de politesse, mais son visage montre que la peur avance plus vite que ses mots. Puis les réponses ne correspondent plus. Le dossier n'existe pas. Le nom de Perry ne figure nulle part. Joanne n'a laissé aucune trace. À chaque nouvelle contradiction, Ray perd une petite partie de la maîtrise qu'il essayait de préserver. Ce qui est fascinant, c'est que sa colère fonctionne à la fois comme une preuve d'amour et comme un mécanisme de défense. Il se bat parce qu'il pense que sa famille est menacée, mais il se bat aussi parce que s'arrêter signifierait écouter ce que les autres disent. Or leurs paroles ouvrent une possibilité qu'il ne peut pas accepter. Et si sa mémoire était fausse? Et s'il avait oublié un moment essentiel? Et si le problème ne se trouvait pas dans l'hôpital, mais dans l'homme qui le traverse? Ray répond à ces questions en accélérant, jamais en ralentissant. Le film utilise alors son point de vue comme une sorte de tunnel. Plus Ray avance,
moins il voit ce qui se trouve sur les côtés. Un détail innocent peut entrer dans sa théorie, mais aucun élément contraire ne peut réellement en sortir. C'est un fonctionnement très humain. Quand nous avons peur, nous cherchons rarement la vérité avec une neutralité parfaite. Nous cherchons d'abord ce qui peut calmer cette peur. Pour Ray, l'idée d'un complot hospitalier est terrifiante, bien sûr, mais elle reste paradoxalement plus supportable que l'idée d'une responsabilité personnelle. Cette nuance change complètement la manière de regarder sa quête. À première vue, il veut découvrir ce qui s'est passé. En réalité, il veut surtout prouver une version précise de ce qui s'est passé. La différence est immense. Découvrir exige d'accepter n'importe quelle réponse. Prouver exige de sélectionner les indices jusqu'à ce qu'il raconte l'histoire désirée. Ray transforme donc chaque comportement en confirmation. Une infirmière prudente devient complice. Un médecin hésitant devient menteur. Une question sur le don d'organes prend l'apparence d'un projet criminel. Sam Worthington réussit particulièrement bien les moments où Ray semble réfléchir alors qu'il est déjà en train de décider. Son regard se fixe, sa respiration change, puis son visage paraît trouver une logique. Nous pouvons presque voir la théorie se construire derrière ses yeux. Il ne joue pas un homme complètement déconnecté du réel. Ce serait trop simple. Il joue quelqu'un qui utilise des éléments réels, les assemble avec intelligence, puis leur donne une signification fausse. C'est précisément ce mélange qui le rend convaincant et dangereux. Son passé pèse aussi sur cette construction. Le film révèle progressivement une ancienne tragédie liée à Abby, la première épouse de Ray. Il conduisait après avoir bu lorsqu'un accident lui a coûté la vie. Ce souvenir ne fonctionne pas comme une information secondaire destinée à enrichir le personnage. Il constitue la blessure autour de laquelle tout son comportement s'organise. Ray a déjà vécu le moment où il n'a pas protégé la personne qui comptait sur lui. Depuis, il semble avoir besoin de croire qu'une seconde chance reste possible. La relation entre l'alcool et sa perception doit être regardée avec attention. À la station-service, Ray achète discrètement de petites bouteilles et verse de l'alcool dans son café. Le geste est rapide, presque honteux. Il ne correspond pas à l'image du père qui affirme avoir changé. Cette rechute montre que la promesse de stabilité est déjà compromise avant l'accident. Mais le plus intéressant n'est pas de réduire Ray à son addiction. Le film montre plutôt comment la honte liée à cette dépendance nourrit son besoin de dissimulation, puis sa capacité à se mentir à lui-même. Lorsque Joanne lui parle de leur couple, Ray entend probablement bien plus qu'une dispute conjugale. Il entend le passé revenir. Il entend qu'il n'a pas été sauvé par sa nouvelle vie, qu'il risque de perdre une autre famille, et que ses efforts n'ont peut-être convaincu personne. C'est pourquoi la blessure de Perry devient pour lui un test absolu. Il doit la conduire à l'hôpital, il doit obtenir de l'aide, il doit rester présent, il doit réussir là où il a échoué auparavant. Sauver sa fille n'est pas seulement un acte parental, c'est la possibilité de sauver l'image qu'il a de lui-même. Cette idée explique pourquoi il se transforme si vite lorsqu'on lui retire ce rôle. Si l'hôpital affirme que Perry n'est jamais entré, Ray n'est plus le père courageux qui attend des nouvelles. Il redevient un homme seul, blessé, confus, dont le récit ne tient pas. Alors il construit une mission où il peut être actif. Il enquête, rassemble des preuves, affronte les responsables, descend dans les zones interdites. Chaque étape lui rend un peu de puissance. Même si cette puissance repose sur une illusion, elle lui paraît préférable à l'impuissance totale. Il y a d'ailleurs quelque chose de presque enfantin dans sa conviction que l'action finira par restaurer l'ordre. Dans beaucoup de thrillers, le héros découvre une conspiration parce qu'il refuse d'abandonner. La fracture utilise cette habitude du cinéma contre nous. Nous avons vu tant de personnages accusés à tort que nous savons comment les soutenir. Quand la police doute de Ray, nous pensons qu'elle perd du temps. Quand les médecins demandent qu'on le calme, nous soupçonnons une stratégie. Le film connaît nos réflexes de spectateurs et s'appuie dessus pour protéger son personnage de notre jugement. Pourtant, Worthington laisse passer de petites alertes. Par moments, Ray paraît trop certain, trop rapidement. Il comble les espaces vides avant même de les examiner. Il répond à des questions qui n'ont pas encore été posées. Il transforme une inquiétude en accusation avec une facilité troublante. Ses gestes ne suffisent pas à dévoiler la vérité, mais ils créent une gêne.
Nous voulons le croire tout en sentant que quelque chose, dans la vitesse de son raisonnement, n'est pas normal. Cette hésitation maintient le film vivant bien plus sûrement qu'un simple rebondissement. La scène où Ray rencontre un jeune père dans l'hôpital donne une profondeur particulière à cette obsession. L'homme parle de la peur de laisser tomber son bébé. C'est une angoisse banale, presque tendre, que beaucoup de parents reconnaissent. Mais pour Ray, cette conversation touche un point beaucoup plus sombre. La peur de laisser tomber son enfant n'est pas une hypothèse abstraite. Elle représente ce qu'il ne peut pas regarder directement. Le film place ainsi la vérité près de lui, sous une forme quotidienne, sans qu'il soit capable de la reconnaître. À mesure que la situation dégénère, son visage devient un champ de bataille entre deux histoires. Dans la première, il est la victime lucide d'une institution monstrueuse. Dans la seconde, il est un homme traumatisé qui fuit une réalité insoutenable. Worthington ne choisit jamais ouvertement l'une ou l'autre avant que le récit ne l'exige. Sa performance doit rester assez sincère pour que nous croyions à sa peur, mais assez instable pour que le doute survive. Cet équilibre est difficile, et c'est probablement l'une des plus grandes réussites du film. Ray Monroe n'est donc pas seulement un narrateur peu fiable, il est un homme qui raconte une histoire pour continuer à vivre à l'intérieur de lui-même. Sa version du monde lui offre une place honorable, celle du mari fidèle et du père héroïque qui refuse d'abandonner. La vérité, elle, menace de le réduire à ce qu'il redoute depuis la mort d'Abby, un homme dont les choix détruisent ceux qu'il aime. Entre ces deux identités, son esprit choisit celle qui lui permet encore d'avancer. Et c'est ici que la fracture devient plus qu'un jeu sur une disparition. Le mystère extérieur commence à révéler une prison intérieure. Ray ne cherche pas seulement Joanne et Perry dans les couloirs, il cherche une version de lui-même qui mérite encore de les retrouver. Mais pour que son illusion fonctionne, le lieu doit également l'aider. Or, cet hôpital, avec ses lumières froides, ses portes fermées et ses sous-sols invisibles, semble avoir été conçu pour transformer chaque peur en preuve. C'est cette architecture du doute qu'il faut maintenant explorer. Un hôpital est censé être un lieu où l'on répare les corps. Dans la fracture, il devient au contraire l'endroit où tout se désassemble. Les souvenirs de Ray, la confiance du spectateur, les règles les plus simples de l'espace. Rien ne reste vraiment stable. Une porte mène vers un couloir que l'on ne reconnaît plus. Un étage semble exister pour certains personnages et pas pour d'autres. Une salle d'attente peut paraître remplie, puis presque vide quelques heures plus tard. Brad Anderson transforme ainsi un bâtiment familier en piège mental, sans avoir besoin de le rendre ouvertement fantastique. Ce choix est cohérent avec la manière dont le réalisateur parle du film. Pour lui, l'histoire relève moins de l'horreur classique que d'une horreur intérieure, avec un danger qui vient d'abord de l'esprit. Il a aussi expliqué que les lieux sont fondamentaux pour créer le ton d'un film. Ici, l'hôpital ne sert donc pas seulement de décor. Il devient une extension de Ray. Plus sa perception se dérègle, plus le bâtiment semble froid, hostile et impossible à comprendre. Au début, l'établissement paraît simplement désagréable. Il ne ressemble pas à un château abandonné ni à un laboratoire secret. On voit des sièges en plastique, un comptoir d'accueil, des panneaux, des dossiers et des employés préoccupés par leurs tâches. C'est précisément cette banalité qui fonctionne. Le film ne demande pas au spectateur de croire immédiatement à un lieu maléfique. Il lui demande de reconnaître une expérience quotidienne. Attendre alors qu'on a peur, ne pas comprendre le vocabulaire administratif, sentir que son urgence personnelle n'est pas celle des autres. Les couleurs renforcent cette impression. Les murs, les uniformes et les éclairages semblent souvent appartenir à une gamme pâle, presque malade. Le blanc n'évoque pas vraiment la propreté. Il paraît usé, légèrement gris, parfois verdâtre sous les tubes fluorescents. Les visages eux-mêmes perdent de leur chaleur dans cette lumière. Joanne et Perry semblent plus vivantes lorsqu'elles sont encore avec Ray sur la route. À l'intérieur de l'hôpital, leurs traits paraissent déjà absorbés par un environnement qui uniformise tout. La photographie de Björn Charpentier évite généralement les images trop élégantes. Le cadre reste lisible, mais il contient souvent assez de profondeur pour que Ray puisse surveiller une porte, un ascenseur ou une silhouette située derrière lui. Cette profondeur crée une tension particulière. L'œil cherche constamment un mouvement secondaire. Un employé traverse le fond du plan et paraît peut-être suspect.
Un chariot disparaît dans un couloir. Une porte se referme trop vite. Nous apprenons à observer l'hôpital comme Ray l'observe, c'est-à-dire en supposant que chaque détail pourrait cacher une intention. Ce n'est pas anodin. La caméra fait souvent de nous un témoin incomplet. Elle reste proche de Ray, mais elle ne nous donne pas toujours l'information qui permettrait de vérifier son interprétation. Nous voyons ce qu'il remarque au moment où il le remarque. Le reste du monde existe à la périphérie. Cette limitation transforme la mise en scène en expérience subjective. Nous ne sommes pas seulement dans le même bâtiment que Ray. Nous sommes enfermés dans sa manière d'y chercher du sens. La salle d'attente joue un rôle central dans ce dispositif. Normalement, une salle d'attente est un lieu de transition. On y reste avant d'aller ailleurs. Dans la fracture, elle devient un espace suspendu où le temps lui-même semble incertain. Ray s'endort, puis se réveille sans savoir exactement combien d'heures ont passé. Les équipes ne sont plus les mêmes, la lumière paraît différente et la foule a changé. Le bâtiment a continué à fonctionner pendant son sommeil, mais il ne reconnaît plus l'histoire qu'il avait laissée derrière lui. Cette rupture temporelle est plus inquiétante qu'un simple écran affichant l'heure. Ray ne possède aucun témoin continu entre le moment où Joanne descend avec Perry et celui où il se réveille. Son sommeil produit un trou dans le récit. L'hôpital peut alors remplir ce trou avec sa propre version des faits. Les employés disent qu'il est arrivé seul. Son dossier ne mentionne que sa blessure à la tête. Les caméras ne montrent pas sa famille. Chaque élément administratif semble reconstruire le temps à sa place. Les couloirs prolongent cette idée. Ils sont droits, fonctionnels, parfois très longs, mais Ray n'y gagne jamais une véritable vision d'ensemble. Il court d'un service à l'autre, monte, descend, revient vers l'accueil, repart vers une zone interdite. Le trajet devient répétitif sans être rassurant. Plus il se déplace, moins il paraît savoir où il se trouve. Le spectateur ressent alors un paradoxe. Ray agit sans arrêt, pourtant il semble prisonnier du même point. Le sous-sol représente évidemment le cœur de cette géographie. C'est là que Ray croit que Joanne et Perry ont été conduites pour l'examen. C'est aussi l'endroit que le personnel semble nier ou corriger lorsqu'il tente de reconstituer le parcours. Dans l'imaginaire collectif, le sous-sol d'un hôpital contient ce que les étages publics ne montrent pas. Machines, réserves, conduites, archives, morgues ou salles techniques. Le film utilise cette association sans avoir besoin de tout expliquer. Descendre signifie quitter l'espace où les règles sont visibles. Ray transforme donc le niveau inférieur en réponse à toutes ces inquiétudes. Puisque sa famille ne se trouve pas dans les registres, elle doit être cachée. Puisque les portes sont verrouillées, quelque chose se déroule derrière elle. Puisque le personnel refuse de le laisser passer, cette résistance devient une preuve. L'architecture lui offre une logique physique pour organiser sa paranoïa. Le complot a besoin d'un lieu secret, et l'hôpital lui fournit naturellement un sous-sol. Mais le bâtiment ne serait pas aussi oppressant sans le son. La musique composée par Anton Sanko ne cherche pas constamment à annoncer le danger par de grands effets. Elle installe plutôt une inquiétude qui progresse sous les scènes, avec des motifs tendus et une présence discrète qui laisse respirer les bruits du lieu. Un piano étrange peut suggérer que quelque chose ne s'accorde pas. Des sons plus graves accompagnent la sensation que Ray s'enfonce dans une conviction dont il ne pourra plus sortir. Les bruits ordinaires deviennent alors presque aussi importants que la musique. Les annonces diffusées dans les haut-parleurs, le roulement des chariots, les portes automatiques, les téléphones, les chaussures sur le sol et les conversations lointaines construisent un univers qui ne s'arrête jamais pour écouter Ray. Cette continuité est cruelle. Pour lui, un événement immense est en train de se produire. Pour l'hôpital, la journée continue. D'autres patients attendent. D'autres employés remplissent des formulaires. La machine ne reconnaît pas sa catastrophe. Le contraste entre agitation et silence est particulièrement efficace. Lorsque Ray proteste devant plusieurs personnes, l'espace se remplit de voix et de mouvements. Mais dès qu'il se retrouve isolé dans une pièce ou un couloir, les sons se réduisent. Il entend alors sa respiration, ses pas et parfois un bruit dont il ne connaît pas la source. Ce vide sonore donne l'impression que le bâtiment l'observe. Rien ne se montre clairement, pourtant quelque chose semble toujours pouvoir apparaître au prochain angle. Les personnages du personnel se fondent progressivement dans cette architecture. Au départ,
Ils ont des visages et des fonctions distinctes. Puis, dans l'esprit de Ray, ils deviennent les parties d'un même organisme. La réceptionniste, les infirmiers, le vigile et les médecins semblent partager une volonté unique. Le bâtiment paraît parler à travers eux. Chaque refus administratif devient la voix du système. Chaque regard prudent ressemble à un signal échangé entre complices. La présence de Stephen Tobolowsky, dans le rôle du docteur Bertram, renforce intelligemment cette ambiguïté. Son attitude peut être lue comme celle d'un médecin calme face à un patient confus, mais aussi comme celle d'un homme qui choisit soigneusement ses mots pour dissimuler quelque chose. Le décor travaille avec son jeu. Dans un cabinet chaleureux, ses explications paraîtraient peut-être rassurantes. Sous les lumières froides et entourées de portes fermées, la même douceur peut sembler calculée. Et si on regardait maintenant la fonction réelle de cette froideur? Le film ne dit pas forcément que tous les hôpitaux sont cruels ou corrompus. Il utilise plutôt la distance professionnelle, comme matière de suspense. Un soignant ne peut pas partager entièrement la panique de chaque patient. Il doit garder une méthode, demander des preuves et appliquer des règles. Pourtant, vu par une personne terrorisée, ce calme peut ressembler à de l'indifférence. La fracture construit son malaise dans cet écart entre ce que le personnel pense faire et ce que Ray croit subir. Pour certains, cette retenue produira de la frustration. Pour d'autres, elle rendra le piège plus crédible. Un établissement ouvertement monstrueux nous indiquerait immédiatement que Ray a raison de se méfier. Ici, rien n'est assez extraordinaire pour constituer une preuve. Les employés peuvent être froids sans être criminels. Les dossiers peuvent contenir une erreur. Une caméra peut avoir un angle incomplet. Le décor maintient donc le film dans une zone où chaque élément possède deux explications. Lorsque Ray finit par pénétrer dans les espaces interdits, la mise en scène change subtilement de fonction. Jusqu'alors, le bâtiment l'empêchait de progresser. Désormais, il l'accompagne dans sa théorie. Les zones médicales, les corps allongés et les préparatifs chirurgicaux semblent confirmer l'existence d'un trafic effroyable. Mais il faut se souvenir que nous voyons toujours cette réalité à travers son besoin de sauver quelqu'un. Le sous-sol ne révèle pas seulement un secret, il matérialise la réponse qu'il était venu chercher. Voilà pourquoi l'hôpital est le partenaire parfait de son illusion. Il contient des objets réels, des procédures réelles et des gestes médicaux réels que l'esprit de Ray peut réorganiser en récit criminel. Une opération devient un prélèvement clandestin, une patiente devient Joanne, un enfant entrevu devient Perry. La peur ne crée pas nécessairement chaque image à partir de rien. Elle donne un nouveau nom à ce qui se trouve devant lui. La fracture nous enferme ainsi dans un lieu où la forme rejoint le fond. Les couloirs fragmentent l'espace comme la mémoire de Ray, fragmentent les événements. Les néons effacent la chaleur comme son esprit, effacent les détails qu'il ne peut supporter. Les bruits mécaniques poursuivent leur rythme pendant que sa réalité s'effondre. Tout paraît concret, et pourtant rien ne garantit que nous le comprenions correctement. Mais pour mesurer pleinement l'habileté, et aussi les limites, de ce dispositif, il faut maintenant reprendre l'histoire depuis l'accident jusqu'à la dernière image. Chaque geste, chaque contradiction et chaque vision doit être replacée dans le bon ordre. C'est seulement ainsi qu'on peut voir les indices que le film nous montrait depuis le début. Et comprendre à quel moment précis Ray a cessé de chercher la vérité pour commencer à la remplacer. À partir d'ici, impossible de parler de la fracture sans révéler son secret central. Et ce secret ne repose pas sur une information cachée dans les dernières secondes. Il repose sur une scène que nous avons déjà vue, mais que le film nous a montrée à travers un esprit incapable de l'accepter. Pour comprendre la fin, il faut donc revenir au bord de la route, au moment où Perry recule devant le chien et tombe dans la fosse. La première version de l'accident est celle que Ray peut supporter. Il se précipite, tente de rattraper sa fille, tombe à son tour et se cogne la tête. Lorsqu'il reprend connaissance, Perry est blessée mais vivante. Joanne descend, s'inquiète, puis la famille repart ensemble vers l'hôpital. Cette continuité paraît naturelle parce que le film ne marque pas clairement l'instant où la perception de Ray se sépare des faits. Il se relève, voit sa femme et son enfant, prend une décision et agit. Tout semble suivre une logique simple. La révélation finale remplace pourtant cette continuité par une réalité beaucoup plus brutale. Perry ne survit pas à sa chute. Ray,
étourdi par son propre choc à la tête, regarde le corps de sa fille sans pouvoir intégrer ce qu'il voit. Johan descend dans la fosse, comprend immédiatement la situation et se retourne contre lui dans un mélange de panique, de douleur et d'accusation. Ray la repousse. Elle tombe en arrière et sa tête heurte une barre métallique. En quelques secondes, il perd sa fille puis provoque la mort de sa femme. C'est là que sa réalité se fracture véritablement. Son esprit ne supprime pas seulement un détail, il reconstruit toute la suite afin de lui donner un rôle différent. Dans les faits, Ray place les 2 corps dans son véhicule et se rend seul à l'hôpital pour faire soigner sa blessure au front. Dans la version qu'il vit, il transporte Perry blessé avec Johan, remplit les formalités pour sa fille et les regarde descendre vers un examen. La fiction intérieure conserve donc des morceaux du réel, mais elle les réorganise autour d'une idée essentielle. Sa famille peut encore être sauvée. Cette méthode explique pourquoi son souvenir paraît aussi précis. Ray est réellement passé par l'accueil. Il a réellement parlé avec une infirmière et avec le docteur Bertram. Il a réellement été interrogé sur son passé médical, sa consommation d'alcool et l'accident qui a tué Abby. Mais dans sa mémoire transformée, certaines questions sont attribuées à Perry, certaines réponses changent de contexte, et Joanne occupe une place dans des échanges où elle n'était jamais présente. Le film ne nous montre donc pas un rêve entièrement inventé, il nous montre une expérience réelle, recouverte par un autre récit. Lorsque Ray se réveille dans la salle d'attente, la confusion du personnel n'est pas une manœuvre. Elle vient du fait qu'il réclame soudain 2 personnes que personne n'a vues. L'infirmière se souvient de lui, mais uniquement comme d'un homme arrivé seul avec une blessure à la tête. Le dossier ne contient que son propre nom. Les caméras de surveillance ne montrent ni Johan ni Perry. Chaque preuve qui semblait faire partie d'un effacement organisé devient, après la révélation, une confirmation très simple. L'hôpital ne peut pas retrouver des patientes qui n'y sont jamais entrées. Le scénario laisse pourtant assez d'éléments suspects pour que nous résistions à cette explication. La question concernant le don d'organes paraît déplacée. Le personnel se montre peu chaleureux. L'examen de Perry est censé avoir lieu dans une partie inférieure du bâtiment, alors qu'un médecin affirme ensuite que l'imagerie se trouve ailleurs. La vidéosurveillance connaît un retard, puis Ray aperçoit des organes transportés et des corps préparés pour des interventions. Tous ces détails alimentent sa théorie, mais aucun ne prouve réellement l'existence d'un trafic. C'est l'un des tours les plus malins du film. Les fausses pistes ne sont pas forcément de faux événements, ce sont souvent des éléments normaux auxquels Ray attribue une intention criminelle. Un formulaire devient une sélection de victimes. Une erreur ou une incompréhension sur l'emplacement d'un service devient un mensonge coordonné. Des organes destinés à des opérations deviennent le produit d'un réseau clandestin. Le spectateur tombe dans le piège parce que les images sont réelles, même si leur signification ne l'est pas. Le foulard de Perry joue le même rôle. Ray le retrouve à l'hôpital avec une trace de sang et y voit la preuve irréfutable que sa fille est passée par là. Pourtant, le film ne démontre jamais que ce sang appartient à Perry. Ray a pu conserver le foulard après l'accident, le transporter sans en avoir conscience, puis le perdre pendant ses propres soins. L'objet relie bien l'hôpital à la fosse, mais pas de la manière qu'il imagine. Il confirme son parcours à lui, pas nécessairement celui de sa fille. L'enquête menée avec la police rapproche ensuite Ray de la vérité. Les agents acceptent d'abord de vérifier son histoire, ce qui renforce encore notre confiance. Ils interrogent le personnel, consultent les images, puis l'accompagnent jusqu'à la station-service. Là, un chien policier retrouve le petit miroir de Perry et une grande quantité de sang dans la fosse. À cet instant, les faits deviennent presque impossibles à contourner. Quelque chose de grave s'est produit sur ce terrain, et Ray était au centre de l'événement. La docteure Jacobs comprend que son traumatisme crânien et son passé peuvent avoir provoqué une rupture avec la réalité. Elle lui demande de raconter de nouveau l'accident, mais cette reconstruction ne le libère pas. Pendant quelques instants, Ray paraît pourtant proche de céder. Les images de la chute reviennent, sa certitude vacille et la possibilité de sa culpabilité traverse enfin son visage. Le film pourrait s'arrêter là, sur un homme forcé de regarder ce qu'il a fait. Mais son esprit trouve une dernière sortie. Le chien errant réapparaît près du lieu de l'accident. Pour Ray,
Cette présence prouve que son premier souvenir était correct. Il avait bien vu l'animal. Il n'avait donc pas tout imaginé. Son raisonnement contient une part de vérité, mais la conclusion est fausse. Le chien existait réellement. Cela ne signifie pas que Perry s'est relevé après sa chute, ni que Johan est entré dans l'hôpital. Ray utilise un souvenir exact pour protéger tous les autres, comme si une seule pièce authentique pouvait garantir l'ensemble du puzzle. À partir de ce moment, il ne cherche plus aucune vérification. Il prend le contrôle de la situation par la force, récupère une arme, obtient une carte d'accès et retourne à l'hôpital. Cette phase ressemble au dernier acte classique d'un thriller. Le père que personne ne croyait revient délivrer sa famille. Le rythme s'accélère, les obstacles deviennent physiques et Ray pénètre enfin dans la zone qu'il associe au complot. Le film nous donne presque exactement le récit héroïque qu'il désirait. Dans le sous-sol, sa perception atteint son niveau le plus spectaculaire. Il voit des corps mutilés, des organes transportés et une salle d'opération où Perry serait sur le point d'être sacrifiée. Johan apparaît près d'elle, droguée mais vivante. Ray intervient, menace l'équipe, tire sur un médecin et emporte la personne allongée sur la table. Dans sa version des faits, il a enfin réussi. Il a combattu l'institution, découvert son secret et sauvé ceux qu'il avait juré de protéger. Puis le film retire brutalement cette image. La personne qu'il sort de la salle d'opération n'est pas Perry, mais un patient adulte qui subissait une intervention réelle. Johan n'est pas à ses côtés. Les médecins n'essayaient pas de prélever les organes d'une enfant kidnappée. Ils tentaient de poursuivre une opération pendant qu'un homme armé menaçait leur équipe. Ce que Ray vivait comme un sauvetage devient, du point de vue extérieur, un enlèvement accompagné de violence. La dernière séquence rassemble les deux réalités dans une même voiture. Ray conduit avec l'expression d'un homme qui croit avoir gagné. Dans son esprit, Johan et Perry sont installés derrière lui. Elles sont en sécurité, la famille est réunie et ils peuvent enfin rentrer chez eux. En réalité, le patient inconscient qu'il vient d'enlever se trouve dans le véhicule, tandis que les corps de Johan et Perry sont restés cachés dans le coffre depuis l'accident. Son sentiment de triomphe est donc la partie la plus tragique de la fin. Ray ne s'échappe pas avec sa famille. Il s'éloigne avec les preuves de ce qu'il a refusé de voir, tout en aggravant encore la situation par un enlèvement et par les violences commises dans l'hôpital. Il pense avoir corrigé son passé, mais il vient seulement de répéter son mécanisme habituel, transformer sa responsabilité en histoire où le danger vient toujours d'ailleurs. Un détail du dernier plan empêche toutefois la fin d'être complètement fermée. Après son sourire et son soulagement, le visage de Ray semble perdre un peu de sa certitude. Ce changement est très léger. Il peut annoncer un retour de la vérité, une seconde où son illusion commence à craquer. Il peut aussi n'être qu'un passage d'émotion dans une conviction qui demeure intacte. Le film ne montre pas son arrestation, ni la découverte des corps, ni ce qu'il dira lorsque la route s'arrêtera. Il nous laisse avec l'instant fragile, où son esprit pourrait encore basculer dans un sens ou dans l'autre. En revoyant l'histoire, les indices paraissent beaucoup moins discrets. L'absence de la famille sur les enregistrements, le dossier établi uniquement au nom de Ray, la confusion autour d'Abby, le sang retrouvé dans la fosse, le miroir brisé et les questions de la psychiatre pointent tous vers la même vérité. Mais lors d'un premier visionnage, nous sommes entraînés par une règle très ancienne du cinéma. Quand une histoire suit un personnage, nous supposons que sa mission mérite d'être accomplie. La fracture détourne cette règle jusqu'au bout. Ray atteint bien son objectif apparent. Il entre dans le sous-sol, trouve une salle d'opération, emporte quelqu'un et quitte l'hôpital. L'action est réussie, mais le sens de cette action est entièrement faux. Voilà pourquoi le retournement ne dit pas seulement que Ray avait tort. Il montre qu'un homme peut accomplir avec détermination chaque étape d'un plan cohérent, tout en s'éloignant, à chaque pas, un peu plus de la réalité. Reste alors une question essentielle. Comment Brad Anderson et le scénariste Alan B. McElroy ont-ils construit ce piège sans perdre complètement le spectateur? Pour y répondre, il faut quitter un instant Ray et regarder les choix des auteurs, leurs influences et la manière dont ils ont conçu un thriller qui fonctionne comme une mémoire traumatique. Des faits réels, des morceaux manquants et une histoire inventée pour combler le vide. La fracture naît d'une idée presque ordinaire. Alan B. McElroy accompagne sa femme et sa fille à l'hôpital.
les regarde franchir des portes réservées au personnel et se demande soudain où elles vont réellement. Puis une seconde pensée apparaît. Et si elle ne revenait pas? Il n'y a pas, à l'origine, de vastes théories sur les institutions médicales, ni de volonté de construire un univers compliqué. Il y a simplement un homme qui attend, une porte qui se ferme, et l'imagination qui transforme cette séparation banale en menace. McElroy a expliqué avoir grandi avec les films d'Alfred Hitchcock, surtout ces récits où un personnage ne sait plus exactement qui il est, tandis que les autres contestent ce qu'il croit connaître de lui-même. Cette influence se sent moins dans une imitation visuelle que dans la mécanique du doute. Le scénario place Ray dans une situation facile à raconter en une phrase, puis retire progressivement les points de repère qui permettraient de la résoudre. Sa femme et sa fille sont entrées dans l'hôpital. Personne ne s'en souvient. À partir de là, chaque nouvelle preuve devrait clarifier l'affaire, mais elle la rend plus trouble. C'est probablement ce qui a attiré Brad Anderson. Le réalisateur a parlé de la simplicité du récit. Un homme, une quête et une descente de plus en plus profonde dans ce qu'il croit être un complot. Il ne s'intéresse pas seulement au rebondissement final. Ce qui lui plaît, c'est le voyage mental d'un personnage qui pense combattre une menace extérieure avant de découvrir que le danger se trouve en lui. Pour Anderson, la fracture n'est donc pas une histoire de monstre caché dans un sous-sol. Le monstre est cette capacité de l'esprit à réécrire l'insupportable. Ce territoire rappelle naturellement certains de ses films précédents. Dans Session 9, un lieu médical abandonné semble contaminer des hommes déjà fragiles. Dans The Machinist, la culpabilité déforme le quotidien d'un personnage jusqu'à rendre sa propre vie méconnaissable. La fracture ne répète pas exactement ses films, et Anderson lui-même a précisé qu'il ne choisissait pas toujours ses projets selon un plan parfaitement calculé, mais il reconnaissait une proximité de ton avec Session 9 et son attirance pour des protagonistes qui attribuent à une force hostile ce qui vient en réalité de leurs propres blessures. Cette continuité permet de comprendre pourquoi le réalisateur ne traite jamais Ray comme le simple mécanisme d'un retournement final. Un mauvais thriller pourrait construire tout le film autour d'une seule mission, tromper le public pendant 90 minutes, puis révéler la solution avec satisfaction. Anderson cherche autre chose. Il veut que la révélation soit douloureuse, pas seulement intelligente. Quand nous comprenons ce qui s'est produit dans la fosse, nous ne devons pas uniquement penser que le scénario nous a bien piégés. Nous devons sentir pourquoi Ray avait besoin de ce piège. Le réalisateur insistait d'ailleurs sur un point essentiel. Une histoire peut fonctionner comme un puzzle, mais le puzzle ne compte plus si l'émotion n'est pas crédible. Il faut croire à la terreur d'un père dont l'enfant vient d'avoir un accident. Il faut comprendre cette peur universelle de ne pas réussir à protéger son fils ou sa fille au moment décisif. Sans cette base, la paranoïa de Ray ne serait qu'un exercice de style. Avec elle, chaque mensonge de son esprit devient une tentative tragique de survivre. Le scénario adopte alors une stratégie particulièrement risquée. Il ne nous montre pas d'abord la réalité objective avant de passer au délire. Il entre presque immédiatement dans la reconstruction de Ray. Le spectateur ne dispose donc pas d'un point de comparaison fiable. La famille reprend la route, arrive aux urgences et attend un examen parce que Ray vit sincèrement cette suite d'événements. La mise en scène ne signale pas une hallucination avec une image floue, un bruit déformé ou une rupture spectaculaire. Elle présente la fausse continuité avec la même clarté que les faits ordinaires. Cette retenue est fondamentale. Anderson a expliqué qu'il voulait rendre les distorsions assez discrètes pour qu'un second visionnage permette de distinguer ce qui se passe dans la tête de Ray de ce qui appartient au monde extérieur. Le film doit donc réussir deux expériences différentes. La première fois, les détails servent le suspense. Une caméra qui ne montre rien, un dossier absent, une question médicale inquiétante. La seconde fois, les mêmes détails deviennent des corrections silencieuses. L'hôpital n'efface pas la famille. Il décrit depuis le début une réalité que Ray refuse. Mais construire un récit à revoir comporte un danger. Si les indices sont trop évidents, le public devine immédiatement le dénouement. S'ils sont trop faibles, la fin ressemble à une tricherie. La fracture cherche un équilibre entre ces deux extrêmes. Le traumatisme crânien, l'alcool, l'histoire d'Abby et les contradictions administratives sont visibles. Pourtant,
Le scénario les répartit au milieu d'éléments qui rendent l'hôpital réellement inquiétant. La solution se trouve devant nous, mais elle partage l'écran avec une autre histoire plus conforme aux habitudes du thriller. Cette autre histoire est celle du père contre le système. Le cinéma nous a appris à admirer celui qui refuse les réponses officielles, force une porte et poursuit seul la vérité. McElroy utilise ce réflexe comme une fausse boussole. Ray ressemble à un héros précisément au moment où son comportement devient le plus dangereux. Plus les médecins veulent le retenir, plus nous imaginons qu'il dissimule quelque chose. Plus la police le soupçonne, plus nous avons envie qu'il prouve qu'elle se trompe. Le scénario ne cache pas seulement un événement, il exploite notre désir de voir triompher un certain type de personnage. Le choix de rester presque constamment avec Ray renforce cette alliance. Il ne raconte pas son histoire après les faits, il ne s'adresse jamais directement à nous. Pourtant, il agit comme un narrateur parce que sa perception décide de ce que nous voyons. C'est une narration sans voix, construite par la caméra, le montage et les informations retenues. Nous ne sommes pas obligés de croire chacune de ses paroles. Nous sommes placés dans une situation plus efficace encore. Nous partageons les images qui rendent ces paroles possibles. Robert Meade, le monteur, doit préserver cette continuité tout en laissant de petites fissures. Les retours sur l'accident ne livrent pas immédiatement une version complète. Ils arrivent en fragments, souvent déclenchés par une question ou par un objet. Cette mémoire fonctionne comme une pièce sombre éclairée pendant une fraction de seconde. On reconnaît une forme, puis Ray referme la porte avant que l'image ne devienne trop claire. Le montage suit ainsi un mécanisme de défense plutôt qu'une simple chronologie. La collaboration entre Anderson et McElroy repose donc sur une répartition assez nette. Le scénario fournit la situation, les contradictions, la culpabilité ancienne et la logique du retournement. La réalisation décide comment ces éléments seront ressentis. Anderson commence par imaginer les acteurs, les lieux et le langage visuel du film. Pour lui, le choix d'un espace n'est pas une question secondaire. Un décor définit le ton. L'hôpital devait pouvoir paraître normal dans une scène et profondément suspect dans la suivante, sans changer réellement de nature. Cette approche explique aussi la sobriété de plusieurs scènes. Le film aurait pu multiplier les visions effrayantes très tôt. Il choisit plutôt les formulaires, les attentes et les réponses incomplètes. Le suspense vient de l'interprétation. Une employée consulte son écran un peu trop longtemps. Un médecin pose une question que Ray n'aime pas. Un ascenseur descend vers une zone qu'il ne connaît pas. Aucun de ces gestes n'est extraordinaire, mais leur accumulation produit une impression de volonté cachée. Anderson décrivait également Ray comme un homme dont tout va mal au moment où nous le rencontrons. Son couple est menacé, son estime personnelle est affaiblie et son passé reste actif. Ce point modifie la fonction de l'accident. Il ne crée pas une fragilité entièrement nouvelle. Il frappe un homme déjà proche de la rupture. La catastrophe physique ouvre simplement la porte à une catastrophe psychologique préparée depuis longtemps. Le film rejoint alors une idée très contemporaine. La vérité peut devenir malléable lorsqu'elle menace directement notre identité. Anderson observait que les individus parlent volontiers de leur vérité, comme si plusieurs réalités incompatibles pouvaient coexister. Ray pousse ce réflexe jusqu'au drame. Il ne ment pas consciemment à la manière d'un criminel qui construit un alibi. Il fabrique un monde où il reste le père qui a fait ce qu'il fallait. Cette distinction rend son comportement plus triste, mais elle ne le rend pas moins dangereux. Le dernier plan résume parfaitement le travail du réalisateur sur cette ambiguïté. Dans le scénario, Ray devait partir avec l'image rassurante de sa famille réunie, comme s'il conduisait vers le soleil couchant de sa propre illusion. Anderson a continué à filmer après le sourire victorieux de Sam Worthington. Pendant quelques instants, le visage de l'acteur retombe légèrement. Ce mouvement n'était pas prévu sous cette forme. Le réalisateur l'a conservé pour poser une dernière question. La vérité vient-elle enfin de toucher Ray? Ce choix change la saveur de toute la fin. Sans lui, Ray resterait enfermé dans une illusion complète, et le film se terminerait sur une ironie noire. Avec lui, une fêlure apparaît dans la fêlure. Peut-être comprend-il. Peut-être ressent-il seulement un malaise qu'il repoussera encore. Anderson ne donne pas la réponse, parce que l'intérêt n'est plus de résoudre le mystère des corps. Ce mystère est réglé.
L'inconnu porte désormais sur la capacité d'un homme à vivre après le retour de la réalité. La fracture montre ainsi ce qui peut se produire quand une idée très simple rencontre un réalisateur attiré par les esprits en crise. McElroy part d'une porte d'hôpital et d'une disparition impossible. Anderson transforme cette peur en tragédie subjective, puis demande au public de refaire le trajet en sens inverse. Le film n'est pas seulement conçu pour surprendre, il est conçu pour que chaque certitude du premier visionnage devienne une question lors du second. Mais les auteurs ne pouvaient pas construire cette illusion avec Ray seul. Il fallait autour de lui des personnages capables d'exister dans deux lectures à la fois. Une épouse aimante mais épuisée, une enfant qui incarne ce qu'il veut sauver, un médecin dont le calme peut sembler humain ou sinistre, et une psychiatre qui formule la vérité sans parvenir à la lui imposer. C'est maintenant vers Lily Rabe, Lucy Capri, Stephen Tobolowsky, Adjo Ando et les autres visages de l'hôpital qu'il faut se tourner parce que chacun d'eux constitue une pièce essentielle du piège. Dans La Fracture, les personnages secondaires ont une mission plus difficile qu'il n'y paraît. Ils ne doivent pas seulement entourer Ray ou faire avancer l'intrigue. Chacun doit pouvoir exister dans deux versions du film à la fois. Lors d'un premier visionnage, leurs gestes nourrissent l'idée d'un hôpital inquiétant et d'une famille injustement effacée. Après la révélation, les mêmes gestes doivent retrouver une signification ordinaire, parfois même bienveillante. Si un seul personnage devenait trop clairement innocent ou trop ouvertement menaçant, tout l'équilibre s'effondrerait. Joanne, interprétée par Lily Rabe, est la première pièce de cette construction. Elle apparaît peu comparée à Ray, mais sa présence détermine la température émotionnelle du début. Joanne n'est pas simplement l'épouse inquiète que le héros doit retrouver. Elle est celle qui connaît Ray depuis assez longtemps pour ne plus accepter ses promesses sans preuve. Ses silences, ses regards et ses réponses indiquent qu'une histoire entière existe avant le premier plan. Nous n'avons pas besoin de connaître chaque dispute du couple. Nous comprenons déjà que la confiance a été usée. Lily Rabe joue cette fatigue sans transformer Joanne en personnage froid. Elle reste attentive à Perry, surveille son état et réagit immédiatement lorsqu'un danger apparaît. Avec Ray, en revanche, chaque échange contient une réserve. Elle veut peut-être encore croire que leur famille peut tenir, mais elle ne peut plus faire comme si les problèmes n'existaient pas. Ce mélange est important parce qu'il empêche la relation de se réduire à une opposition facile entre un mari mal compris et une épouse injuste. Lorsque Joanne reproche à Ray sa consommation d'alcool ou son incapacité à assumer certaines responsabilités, le spectateur peut d'abord ressentir ces remarques comme une pression supplémentaire sur un homme déjà épuisé. Après la fin, elles deviennent des avertissements. Joanne n'est pas en train de provoquer inutilement Ray. Elle réagit à un comportement dont elle connaît le danger. Sa méfiance n'est donc pas un obstacle dramatique inventé pour créer une dispute dans la voiture. Elle appartient à la logique profonde de leur histoire. Rabe doit aussi jouer une femme réelle et, plus tard, une projection. Dans la version reconstruite par Ray, Joanne devient progressivement plus douce, plus solidaire et plus proche de lui. Elle l'accompagne dans sa mission, partage son inquiétude et finit par apparaître comme la partenaire qu'il voulait probablement retrouver. Cette Joanne-là ne contredit presque plus le récit héroïque. Elle représente la récompense émotionnelle de Ray. S'il sauve sa famille, alors son couple peut être réparé en même temps. Ce glissement est discret. Le film ne change pas soudainement le comportement de Joanne avec un effet visible. Mais plus elle appartient à l'illusion, plus elle correspond aux besoins de Ray. Au début, elle le confronte. Dans la voiture finale, elle le rassure. Entre ces deux images se trouve toute la tragédie du personnage. La vraie Joanne avait encore une voix, des limites et de la colère. La Joanne imaginée ne peut plus lui opposer aucune vérité. Perry, jouée par Lucy Capri, occupe une place différente. Elle est le centre moral du récit, sans avoir à prononcer de grands discours. Sa présence rappelle ce que les disputes des adultes risquent de détruire. Dans la voiture, elle observe les tensions sans pouvoir les résoudre. À la station-service, son besoin de retrouver un objet banal déclenche la chaîne d'événements. Et lorsque le chien apparaît, sa peur donne à la scène une immédiateté presque insupportable. Lucy Capri devait rendre Perry assez naturelle pour que le spectateur ne voie jamais en elle un simple outil de scénario.
Les petits échanges avec ses parents, sa manière de chercher leur attention et sa vulnérabilité installent rapidement une relation familière. C'est cette simplicité qui rend sa disparition efficace. Ray ne cherche pas une figure abstraite de l'innocence. Il cherche une enfant dont nous avons aperçu les habitudes, les réactions et la confiance envers ses parents. Perry représente aussi la possibilité de rédemption que Ray s'accorde. Dans son récit intérieur, elle n'est pas morte parce qu'il peut encore la sauver. Son bras cassé lui offre même une blessure grave mais réparable. Ce détail est presque trop parfait. Une fracture fait peur, exige un hôpital et justifie l'urgence, mais elle permet aussi d'imaginer un retour à la normale. L'esprit de Ray remplace donc une perte définitive par un problème médical que le bon père peut prendre en charge. Après l'accident, la Perry que nous voyons est en grande partie construite par cette nécessité. Elle reste calme, se laisse examiner et descend avec sa mère. Elle ne demande jamais à Ray d'affronter directement ce qui s'est passé dans la fosse. Comme Joanne, elle devient un personnage adapté à la mission qu'il s'invente. Pourtant, parce que Lucy Capri joue cette présence avec douceur, l'illusion garde une vraie chaleur. Le mensonge de Ray n'est pas froidement calculé. Il contient l'amour qu'il n'a plus d'endroit réel où déposer. Passons maintenant aux figures de l'hôpital. Le docteur Bertram, interprété par Stephen Tobolowsky, est probablement le personnage secondaire le plus délicat. Il doit paraître assez calme pour être crédible comme médecin, mais suffisamment difficile à lire pour devenir suspect aux yeux de Ray. Tobolowsky possède une manière très particulière de parler avec précision, tout en laissant planer une légère distance. Il ne hausse pas le ton, ne menace pas Ray et ne se comporte pas comme un méchant traditionnel. C'est justement ce qui rend ces scènes inconfortables. Lors du premier visionnage, son calme peut ressembler à une technique de dissimulation. Il pose des questions personnelles, revient sur la consommation d'alcool et semble connaître des éléments que Ray préférerait éviter. Quand il affirme n'avoir traité que Ray, sa certitude paraît presque trop nette. Nous sommes alors tentés de lire chaque pause comme le signe d'un mensonge. Mais après la révélation, Bertram devient simplement un professionnel qui essaie de comprendre pourquoi un patient blessé réclame soudain une épouse et une enfant absente. Cette double lecture fonctionne parce que Tobolowsky ne joue jamais la culpabilité. Il joue la tension contrôlée. Le doute vient de Ray, du cadrage et de notre méfiance, pas d'un clin d'œil de l'acteur. Bertram devient ainsi un test pour le spectateur. Sommes-nous capables d'observer un comportement neutre sans lui attribuer l'intention que le héros redoute? La première fois, souvent, la réponse est non. La docteure Jacobs, interprétée par Adjoa Andoh, occupe une fonction encore plus directe. Elle entre dans l'histoire lorsque la police et le personnel cherchent une explication psychologique au récit de Ray. Son rôle pourrait facilement devenir celui de la spécialiste qui annonce la solution au public. Pourtant, Andoh lui donne une autorité calme, presque patiente. Jacob ne cherche pas à humilier Ray ni à gagner un débat. Elle essaie de le ramener vers une chronologie qu'il peut supporter. Sa méthode contraste avec celle de Ray. Lui avance par accusation et conclusion. Elle ralentit, reformule et lui demande de regarder de nouveau les événements. Lorsqu'elle l'accompagne jusqu'au lieu de l'accident, elle ne se comporte pas comme une adversaire. Elle crée une situation où les faits peuvent parler. Le sang, le miroir et la fosse ne sont pas des armes rhétoriques. Ce sont les éléments d'une réalité qu'elle espère lui faire reconnaître. Adjoa Andoh doit cependant conserver une légère ambiguïté parce que le film ne peut pas permettre au public de lui faire entièrement confiance trop tôt. Son assurance médicale peut sembler froide. Sa volonté d'expliquer le comportement de Ray peut être prise pour une tentative de le faire passer pour fou. Là encore, la performance reste stable, tandis que notre interprétation change. Jacob ne devient pas soudainement honnête à la fin. Elle l'était déjà. C'est notre position qui se déplace. Les policiers, notamment l'officière Child et l'officier Griggs, prolongent ce jeu d'équilibre. Ils ne rejettent pas immédiatement l'histoire de Ray. Ils vérifient les registres, interrogent les employés et reviennent sur les lieux. Cette démarche est importante, car elle empêche le scénario de transformer toutes les autorités en caricatures indifférentes. La police lui accorde une chance réelle. C'est l'accumulation des preuves, et non une hostilité arbitraire qui finit par orienter les soupçons vers lui. Pour Ray, pourtant,
ce changement ressemble à une trahison. Tant que les policiers cherchent sa famille, ils sont des alliés. Dès qu'ils examinent son rôle dans l'accident, ils rejoignent mentalement le complot. Cette transformation montre à quel point les personnages secondaires existent surtout selon la place qu'ils occupent dans son récit. On n'est jamais simplement prudent, inquiet ou méthodique. On est avec lui ou contre lui. Même les figures très brèves comptent. Le jeune père, qui avoue craindre de faire tomber son bébé, exprime en quelques phrases une angoisse que Ray ne peut plus reconnaître comme la sienne. Les patients de la salle d'attente rappellent que l'hôpital contient des dizaines d'histoires auxquelles ils ne prêtent aucune attention. Les infirmières, les vigiles et les employés ne forment pas réellement un groupe uni, mais son esprit les fusionne. À ses yeux, leur simple appartenance au même établissement suffit à les rendre complices. C'est peut-être la réussite la plus discrète de la distribution. Aucun personnage secondaire n'a besoin d'un long développement individuel, parce que chacun révèle une facette de Ray par contraste. Johan montre ce qu'il a perdu dans son couple. Perry incarne ce qu'il voulait encore protéger. Bertram représente la mémoire extérieure qui contredit la sienne. Jacob tente de restaurer une chronologie commune. Les policiers rappellent que les faits continuent d'exister même lorsqu'une personne ne peut plus les accepter. Le casting soutient donc les deux films superposés. Dans le premier, une famille vulnérable affronte un système opaque peuplé de professionnels suspects. Dans le second, des médecins et des policiers essaient de gérer un homme traumatisé dont le récit devient violent. Les acteurs ne changent pas de personnage entre ces versions. Ils changent seulement de sens lorsque la vérité apparaît. Cette précision serait impossible sans un environnement de tournage capable de faire exister la route, la fosse, l'hôpital et ces zones interdites comme un seul parcours cohérent. Derrière cette impression de labyrinthe américain se trouve pourtant une production réalisée au Canada, principalement au Manitoba, avec un travail de décor et de lieux bien plus construits qu'il n'en a l'air. C'est cette fabrication concrète du cauchemar qu'il faut maintenant découvrir. Quand on regarde La Fracture, on pourrait croire que l'histoire se déroule dans une région américaine impossible à identifier, quelque part entre une autoroute du Midwest et un hôpital de petite ville. Le paysage paraît vaste, froid, presque sans fin. Pourtant, le film a été tourné entièrement au Manitoba, au Canada. Ce choix n'est pas un simple détail géographique. Les routes droites, le ciel immense, les terrains plats et les bâtiments de Selkirk donnent au récit cette impression étrange d'être à la fois très concret et complètement isolé du reste du monde. Le tournage principal s'est déroulé de novembre 2018 à janvier 2019, avec une interruption pendant les fêtes de fin d'année. La production a travaillé dans plusieurs zones du sud du Manitoba, près de Sainte-Agathe, à Selkirk, du côté de Matlock et dans un studio de Winnipeg. La majorité des prises de vue auraient été réalisées autour de Selkirk. Cette concentration permet au film de garder une cohérence visuelle, même lorsque Ray traverse des espaces qui semblent appartenir à des mondes différents. La route du début est la route provinciale 305, à l'est de Sainte-Agathe. L'équipe ne l'a pas choisie par hasard. Le responsable des lieux, Bernie Narvé, expliquait qu'environ une douzaine de routes avaient été examinées. Il fallait trouver une chaussée à deux voies, orientée d'est en ouest, suffisamment régulière pour les scènes de conduite et assez proche de Winnipeg pour rester pratique. Il fallait aussi pouvoir fermer une portion de route et détourner la circulation sans rendre le tournage impossible. Mais un critère visuel comptait tout autant. La route devait offrir un véritable panorama de prairies. C'est exactement ce que l'on ressent à l'écran. Il y a très peu de relief, presque aucun élément capable de protéger les personnages, et l'horizon semble reculer à mesure que la voiture avance. Ray peut voir loin devant lui, pourtant il ne paraît jamais savoir où il va vraiment. L'espace est ouvert, mais il n'offre aucune liberté. C'est déjà une forme de piège. Les scènes de conduite comprenaient notamment des passages où la voiture de Ray frôle d'autres véhicules. Pour les réaliser, la production avait besoin d'un secteur assez contrôlable pour accueillir les mouvements des voitures, les équipes techniques et les mesures de sécurité. La route a donc été fermée pendant certaines journées de tournage. Ce que le spectateur reçoit comme quelques instants de tension demande, en réalité, une organisation très précise. Bloquer les accès, placer les véhicules,
répéter les trajectoires et rendre chaque quasi-collision dangereuse à l'image sans qu'elle le soit réellement sur le plateau. Le paysage manitobain participe aussi au sentiment de fatigue. La lumière hivernale reste basse, le ciel paraît souvent couvert et les couleurs naturelles sont peu saturées. Rien ne donne l'impression d'un voyage familial chaleureux. Même avant l'accident, la route semble absorber l'énergie des personnages. Les arbres nus, les champs vides et les stations isolées donnent l'idée que Ray, Joanne et Perry ont déjà quitté le monde ordinaire bien avant d'arriver à l'hôpital. Cette station-service et le terrain en chantier qui l'entoure constituent un autre espace très soigneusement pensé. Le lieu doit remplir plusieurs fonctions en peu de temps. Il faut que l'arrêt paraisse crédible, que Perry puisse s'éloigner sans que ses parents la voient immédiatement, que le chien puisse surgir et que la fosse reste assez proche pour provoquer l'accident. À l'écran, tout paraît accidentel. En matière de mise en scène, rien ne l'est. La disposition des voitures, des toilettes, du terrain et du bord de la fosse dirige silencieusement les regards et les déplacements. Le froid visible du décor renforce la brutalité de la scène. Les personnages portent des vêtements épais, le sol paraît dur et l'air semble sec. Quand Perry tombe, le paysage ne réagit pas. Aucun témoin n'arrive, aucun voisin ne sort d'une maison, aucune circulation importante ne vient interrompre le drame. Cette absence donne à Ray l'occasion de reconstruire immédiatement ce qui vient de se produire. Le lieu devient presque une chambre fermée, mais une chambre sans mur. Le véritable centre de la production reste toutefois l'hôpital. Le vieux Selkirk General Hospital a été utilisé de manière intensive. Son extérieur, son parking, son accès pour les ambulances, l'intérieur des urgences, plusieurs couloirs et différentes salles apparaissent dans le film. Cette utilisation d'un ancien bâtiment médical donne aux images une texture qu'un décor entièrement neuf aurait eu du mal à reproduire. Les proportions, les portes, les angles et l'usure ne semblent pas avoir été inventés pour le thriller. Ils donnent l'impression d'avoir été là bien avant Ray. C'est important, parce que l'hôpital ne doit jamais ressembler à un repère de criminels. Il doit rester plausible comme établissement de soins. Un décor trop spectaculaire aurait annoncé le complot ou la folie avec trop d'insistance. Le vieux bâtiment offre au contraire une banalité imparfaite. Les couloirs sont fonctionnels sans être accueillants. Les murs ont cette neutralité institutionnelle que beaucoup de gens reconnaissent immédiatement. Le malaise vient moins de ce que l'on voit que de la manière dont Ray commence à le regarder. Le tournage dans un véritable ancien hôpital permet aussi de multiplier les directions. Un couloir peut se prolonger derrière une porte, un escalier mené vers une aile plus sombre, un passage technique, créer l'impression d'un réseau beaucoup plus vaste. Le film n'a pas besoin de nous fournir un plan complet. Il utilise quelques axes, plusieurs entrées et des changements de niveau pour fabriquer un labyrinthe mental. Ray revient parfois dans des espaces familiers, mais le cadre ou la lumière les rendent légèrement différents. On peut alors mesurer le travail des décors. Même lorsqu'une pièce existe déjà, elle doit être transformée pour raconter une fonction précise. Accueil, salle d'examen, bureau médical, zone de surveillance, service d'imagerie ou bloc opératoire. Il faut ajouter des panneaux, du matériel, des chariots, des dossiers, des rideaux et toutes ces petites choses que l'œil ne remarque pas consciemment, mais dont l'absence rendrait le lieu faux. Le défi consiste à remplir l'image sans attirer l'attention sur le travail qui l'a rendu crédible. Les espaces de l'hôpital obéissent aussi à une progression. L'accueil reste relativement public, avec des patients, des sièges et une activité constante. Plus Ray avance, plus les lieux se vident. Les zones réservées au personnel paraissent étroites, les portes deviennent plus lourdes et les pièces plus spécialisées. Enfin, le sous-sol offre des images que son esprit peut transformer en cauchemar. Cette descente semble naturelle dans le bâtiment, tout en fonctionnant comme une plongée dans sa perception. Certaines scènes ont également été réalisées en studio à Winnipeg. Le studio donne une liberté différente de celle d'un lieu réel. Il permet de contrôler plus précisément les murs, les accès, la lumière, la place des caméras et les mouvements nécessaires aux séquences complexes. Lorsqu'une scène exige un affrontement, une opération ou un passage rapide d'une pièce à l'autre, un décor construit peut offrir des angles impossibles dans un véritable établissement.
La force du film est de mélanger ces espaces sans que le spectateur sache clairement où le bâtiment réel s'arrête et où la fabrication commence. Cette continuité repose beaucoup sur la photographie de Björn Charpentier. Le film privilégie une palette froide, des cadres proches de Ray et une lumière qui ne cherche presque jamais à embellir les lieux. Les fenêtres, les néons et les surfaces pâles gardent l'environnement crédible, tandis que la sensation d'étrangeté grandit presque sans que l'on s'en aperçoive. L'image ne transforme pas brutalement l'hôpital en cauchemar. Elle laisse plutôt le regard de Ray contaminer progressivement des espaces restés, en apparence, parfaitement ordinaires. Les scènes de la fosse montrent également comment la fabrication reste suggestive. La violence décisive n'est pas présentée comme un spectacle graphique prolongé. Le danger passe par la chute, les réactions des adultes, le montage et la position des corps dans l'espace. Le spectateur comprend la brutalité de ce qui vient de se produire avant même d'en connaître la version complète. Cette retenue protège le suspense. L'image donne assez d'informations pour que la vérité existe, mais pas assez pour que Ray soit immédiatement incapable de la remplacer. Le Manitoba apporte enfin quelque chose que l'histoire ne nomme jamais directement, une distance culturelle. Le film est une production américaine destinée à Netflix, mais il s'appuie sur des paysages, des bâtiments et une infrastructure canadienne. Pour un spectateur qui ne connaît pas la région, le décor paraît familier sans être identifiable. Il ne ressemble pas exactement à une ville précise. Cette légère indétermination aide le récit, car l'hôpital peut devenir n'importe quel hôpital et la route n'importe quel trajet où une famille se retrouve seule. Derrière les caméras, la production locale joue donc un rôle essentiel. Inferno Pictures, société de Winnipeg, participait au projet avec les producteurs américains et le film employait également des interprètes canadiens. Ce type de collaboration permet à une production internationale de profiter de techniciens, de lieux et d'une expérience déjà présents dans la province. Le résultat ne cherche pas à montrer le Manitoba comme destination. Il transforme ses caractéristiques en langage dramatique. Ce qui me semble le plus réussi, c'est que les lieux ne paraissent jamais trop parfaits. La route a ses irrégularités, l'hôpital ses traces d'âge, les parkings leur vide ordinaire. Cette matière protège le film contre un suspense trop artificiel. Même quand l'histoire bascule dans la paranoïa, le monde autour de Ray reste solide. C'est son interprétation qui change, pas nécessairement les murs, les portes ou les couloirs. Voilà pourquoi la fabrication de la fracture mérite d'être regardée de près. Avec une route sélectionnée parmi une douzaine de possibilités, un ancien hôpital, exploité dans presque toutes ses dimensions et quelques espaces contrôlés en studio, l'équipe construit un piège qui semble avoir toujours existé. Le décor ne crie jamais qu'il est inquiétant. Il attend simplement que Ray apporte sa peur et la projette sur lui. Mais une production soigneuse ne garantit pas l'adhésion du public. Lorsque le film est arrivé sur Netflix, les critiques professionnelles se sont montrés nettement plus réservés que de nombreux spectateurs. Certains ont apprécié sa tension et la performance de Sam Worthington. D'autres ont estimé que son mystère suivait une route trop familière. Il faut maintenant regarder cette réception, les notes obtenues et la manière particulière dont une sortie mondiale en streaming a façonné la vie du film. Quand La Fracture arrive sur Netflix en octobre 2019, il ne bénéficie pas du parcours habituel d'un thriller de cinéma. Pas de longue campagne en salle, pas de week-end d'ouverture à comparer, pas de chiffres de billets vendus en France. Le film apparaît presque simultanément dans les salons de nombreux pays, prêt à être lancé en quelques secondes. Cette diffusion directe correspond parfaitement à sa nature. Une histoire simple à résumer, un visage connu, une durée raisonnable et surtout une fin qui donne immédiatement envie de discuter avec quelqu'un. La réception critique, elle, reste partagée et plutôt froide. Sur Rotten Tomatoes, un peu plus de la moitié des critiques répertoriées se montrent positives, avec 56% sur 27 avis. Metacritic affiche un score de 36 sur 100, calculé à partir de seulement 5 critiques professionnelles. Ces chiffres doivent donc être lus avec prudence, surtout le second, fondé sur un échantillon très réduit. Ils indiquent néanmoins une tendance claire. Beaucoup de journalistes reconnaissent l'efficacité du point de départ, mais reprochent au film son manque d'originalité ou une mécanique trop visible.
Le consensus critique résume assez bien cette position. Sam Worthington est souvent considéré comme le principal atout, et le mystère comme suffisamment prenant pour divertir, même si l'histoire paraît familière. Certains commentateurs ont apprécié le plaisir de jouer au détective avec Ray. D'autres ont estimé que les références à d'anciens thrillers devenaient si évidentes qu'elles empêchaient la fracture de trouver une identité véritablement nouvelle. La question n'était donc pas toujours de savoir si le film fonctionnait, mais s'il apportait quelque chose de neuf à une formule déjà connue. Cette réserve se comprend. L'histoire d'une personne disparue que les autorités affirment ne jamais avoir vu rappelle une longue tradition de l'univers d'Alfred Hitchcock à des films plus récents comme Flight Plan. Le personnage dont la culpabilité déforme la réalité évoque également d'autres thrillers psychologiques. Brad Anderson avait lui-même déjà exploré cette zone avec The Machinist. Pour un spectateur habitué au genre, plusieurs indices peuvent donc paraître familiers très tôt. Le choc à la tête, l'alcool caché, le passé tragique et cette famille qui devient soudain plus harmonieuse après l'accident. Mais le public ne regarde pas toujours un film avec la même attente qu'un critique professionnel. Sur Metacritic, la note des utilisateurs est supérieure à celle de la presse. Sur Allociné, la fracture obtient une moyenne de 3, 1 sur 5 à partir de plus de 5000 notes de spectateurs. Ce n'est pas un triomphe unanime, mais c'est un accueil plus favorable que ne le suggèrent certaines critiques très sévères. Les avis français montrent surtout une division nette entre ceux qui ont deviné la fin rapidement et ceux qui se sont laissés entraîner jusqu'au dernier plan. Les spectateurs favorables reviennent souvent sur les mêmes qualités. L'atmosphère pesante, le rythme qui accélère progressivement, la performance de Sam Worthington et le plaisir de douter. Pour eux, le film ne doit pas nécessairement révolutionner le thriller. Il doit installer une inquiétude, maintenir 2 explications possibles et offrir une révélation cohérente. Même lorsqu'ils soupçonneraient, certains apprécient la manière dont le chien, le foulard ou les comportements du personnel relancent l'hypothèse d'un complot. Les réactions négatives se concentrent, elles aussi, autour de points précis. Plusieurs spectateurs trouvent la solution prévisible, notamment parce que la mise en scène insiste sur la barre métallique dans la fosse et sur l'état mental de Ray. D'autres jugent certaines décisions policières ou hospitalières peu crédibles. Et puis il y a ceux pour qui le film dépend tellement de son retournement que, lorsque celui-ci est deviné, le reste perd une grande partie de son intérêt. Cette critique n'est pas injuste. La fracture demande au spectateur d'accepter certaines facilités pour que son piège reste fermé. La différence entre la presse et le public révèle pourtant la vraie place du film. La fracture n'est pas devenue un objet de prestige, un grand succès de récompense ou une référence majeure citée dans toutes les histoires du thriller. Il a plutôt trouvé une vie de film à découvrir tard le soir, à regarder sans trop connaître son intrigue, puis à recommander avec une phrase très simple. Ne lis rien sur la fin. Cette forme de transmission compte énormément à l'époque du streaming. Un film peut rester présent pendant des années sans avoir connu une carrière spectaculaire au moment de sa sortie. Aucun chiffre d'audience détaillé et vérifiable n'est disponible dans les sources publiques consultées pour mesurer précisément son succès initial. Il serait donc trompeur d'inventer un nombre de foyers ou de minutes regardées. Ce que l'on peut constater, en revanche, c'est que le film continue de recevoir des évaluations et des commentaires plusieurs années après 2019. Cette persistance ne prouve pas un phénomène mondial, mais elle montre qu'il n'a pas complètement disparu dans le catalogue. Son concept reste facile à redécouvrir et sa fin continue de provoquer des réactions opposées. Un second visionnage change également la valeur du film. La première fois, on mesure surtout l'efficacité du suspense et la capacité du scénario à détourner l'attention. La seconde, on observe davantage Joanne, les réactions du personnel et les petites incohérences que Ray transforme en certitude. Ce déplacement peut améliorer l'expérience pour ceux qui acceptent déjà la solution, mais il peut aussi confirmer les réserves des spectateurs qui avaient deviné trop tôt. Voilà une particularité intéressante. La fin ne détruit pas seulement le mystère, elle propose une autre manière de regarder exactement les mêmes scènes. On ne se demande plus ce que cache l'hôpital. On cherche le moment où la réalité de Ray commence à remplacer celle des autres.
Peu de films de catalogue sont revus avec cette attention, et La Fracture gagne probablement davantage par cette relecture psychologique que par la surprise brute de son dernier retournement. Pourquoi cette histoire conserve-t-elle une certaine force malgré ses défauts? Parce que son thème le plus profond ne dépend pas du secret final. La Fracture parle du déni comme d'un acte de survie. Ray ne modifie pas la réalité pour obtenir de l'argent, éviter une enquête avec un plan calculé ou manipuler consciemment son entourage. Son esprit fabrique une mission parce que la vérité détruirait l'identité qu'il essaie encore de protéger. Il ne peut pas être une nouvelle fois l'homme responsable de la mort de sa famille. Il devient donc l'homme qui doit la sauver. Cette transformation pose une question dérangeante. Une conviction sincère rend-elle une personne moins dangereuse? Ray croit réellement ce qu'il voit. Sa peur est authentique, son amour pour Perry existe et sa volonté de retrouver Joanne ne ressemble pas à une comédie. Pourtant, cette sincérité ne protège personne. Elle le pousse à menacer des soignants, à tirer, à interrompre une opération et à enlever un patient. Le film rappelle ainsi qu'une émotion vraie peut produire une lecture fausse du monde, puis des actes aux conséquences bien réelles. Le titre prend alors toute son ampleur. La fracture est celle du bras que Ray imagine pouvoir soigner. C'est aussi la rupture de son couple, la cassure provoquée par la mort d'Abby, le choc physique reçu dans la fosse et la séparation entre perception et réalité. Même la structure du film est fracturée. Une première histoire avance en continu, puis la fin révèle qu'une autre histoire se trouvait dessous depuis le début. Les mêmes images n'ont plus le même sens, mais elles restent au même endroit. Il y a également une réflexion sur la confiance accordée aux institutions. Le film sait qu'un hôpital peut être intimidant, qu'une erreur administrative existe et que des patients se sentent parfois ignorés. Il utilise cette expérience collective pour rendre la théorie de Ray plausible. Pourtant, son dénouement ne dit pas que toute méfiance est absurde. Il montre plutôt le danger de transformer une inquiétude légitime en réponse totale. Ray ne cherche plus à vérifier le système. Il exige que chaque détail confirme déjà sa conclusion. Cette nuance explique pourquoi la dernière image reste plus triste que spectaculaire. Ray sourit parce qu'il croit avoir réussi. Pendant un instant, il possède tout ce qu'il désirait. Sa femme, sa fille, une route vers la maison et la certitude d'être enfin le protecteur. Mais ce bonheur est construit au-dessus de 3 réalités enfermées dans sa voiture. Les corps de Joanne et Perry, le patient qu'il a arraché à une opération et son propre esprit qui ne pourra probablement pas maintenir cette illusion éternellement. Le léger changement sur son visage laisse imaginer plusieurs suites. Peut-être aperçoit-il enfin ce qui se trouve réellement derrière lui. Peut-être son cerveau commence-t-il déjà à fabriquer une nouvelle explication. Le film refuse de choisir, et c'est une bonne décision. Une arrestation ou une longue scène d'explication aurait réduit la fin à une procédure. Le vrai choc ne concerne plus ce que la police découvrira. Il concerne le moment où Ray ne pourra plus détourner les yeux. La fracture reste donc un thriller imparfait mais honnête dans son ambition. Il ne réinvente pas le narrateur peu fiable, ne possède pas la complexité de certains grands labyrinthes psychologiques et laisse parfois ses indices trop visibles. Pourtant, il comprend quelque chose de puissant. Le meilleur mensonge n'est pas toujours celui que nous racontons aux autres. C'est parfois celui qui conserve assez de vérité, assez d'amour et assez de douleur pour que nous puissions nous y installer nous-mêmes. Et vous, à quel moment avez-vous cessé de croire Ray? Était-ce dès la fosse, au réveil dans la salle d'attente, devant les images de surveillance, ou seulement lorsque le coffre de la voiture a révélé ce que son esprit avait caché? La réponse dit peut-être autant sur notre manière de regarder les histoires que sur le film lui-même. Certains cherchent immédiatement la faille. D'autres choisissent d'accompagner un personnage tant qu'une chance d'innocence existe. C'est sans doute là que se trouve le petit héritage de la fracture. Pas dans des records, des trophées ou une révolution du cinéma, mais dans ce doute que le film laisse après son générique. Nous avons vu les indices, nous avons entendu les contradictions. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont continué à espérer que l'hôpital mentait, parce que l'autre vérité paraissait trop cruelle. Et lorsque le cinéma nous pousse à préférer un complot terrifiant à une douleur humaine toute simple, il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Voir n'est jamais exactement la même chose que comprendre.